Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Le crime organisé. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à VHT, les RCFM, pour suivre notre émission Contraste réalisée en partenariat avec Corse Matin. Les 48 000 élèves et les 4 400 enseignants de l'Académie de Corse ont effectué il y a 20 jours une rentrée scolaire sans problème majeur ou presque, une rentrée qui est aussi la première dans l'île pour le nouveau recteur d'Académie, Philippe Lacombe, qui est aujourd'hui l'invité de Contraste. Philippe Lacombe, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vous présente brièvement. Vous avez été nommé dans l'île en mars dernier, en remplacement de Michel Barra, qui était en poste depuis 8 ans, un record. Vous étiez auparavant recteur d'académie en Guyane, vous êtes universitaire, docteur en sociologie. J'aurais peut-être dû commencer par là. Vous êtes breton d'origine. Bretagne, vous avez d'ailleurs enseigné à l'université de Rennes 2. Alors vous serez interrogé aujourd'hui par Dilormo Padovan de Corse Matin. Bonsoir Dilormo. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM, que je salue également. Alors je le disais il y a un instant, la rentrée 2016 s'est déroulée sans incident majeur. On reviendra bien sûr sur l'affaire de Bonifacio tout à l'heure. Mais globalement, c'est une académie stabilisée que vous a laissé Michel Barra. Oui, le constat est plutôt positif, si vous voulez. Cette première rentrée était importante, non pas pour moi, un recteur, vous le savez, les enjeux ne sont pas tout à fait là, mais c'est une rentrée particulière toutefois. Au niveau national, il y avait un contexte sécuritaire sensible et il nous appartenait d'avoir une rentrée assez irréprochable parce qu'il y avait déjà assez de pression sur nos chefs d'établissement notamment. Alors, pas de fermeture d'école, normalement, en tout cas pour l'instant dans le rural, des menaces ont été écartées. Mais alors, où se situent les inquiétudes, comme vous le disiez, uniquement sur le plan de la sécurité ? Non, des inquiétudes, on en a. C'est l'avenir de la jeunesse corse qui se joue dans le système éducatif, c'est ça l'essentiel. Le problème pour nous, il est d'être au rendez-vous des métiers de demain. Il est aussi de participer à la lutte contre l'érosion démographique aux côtés des maires. Donc on a pris quelques initiatives, dont les conventions de ruralité pour les villages, si vous voulez. Sont-elles vraiment adaptées, ces mesures qui ont été prises ? Les mesures, vous parlez des mesures de sécurité de rentrée ? Des mesures de sécurité, oui. Il y a eu des réunions avec les parents pour les informer. Est-ce que c'est vraiment adapté justement au contexte et à Lille aussi également ? Alors, il y a deux aspects. Lille n'échappe pas aux consignes nationales et il nous a fallu apprendre à les respecter, à se mettre en ordre de marche. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que la sécurité devient l'affaire de tous. Ça n'est plus l'affaire que de la police ou de la gendarmerie. Et un certain nombre de réunions pendant les congés d'été sont intervenues pour nous apprendre à travailler ensemble, à mutualiser des données et à sensibiliser les chefs d'établissement au fait que chacun d'entre eux, dans l'île, a un référent de sécurité sur lequel il s'appuie en cas d'incident ou d'accident beaucoup plus grave. On a pu l'éprouver d'ailleurs sur un incident mineur dans un collège. Voilà, il nous faut être en ordre de marche au cas où. Alors, des problèmes, il y en a eu, en raison de ce contexte national. Il y a aussi un contexte local. Nous avons connu des problèmes à Bonifacio, 2 femmes voilées empêchées d'entrer dans la cour d'école. Il y a eu l'affaire de Cervione, 2 bouteilles d'acide jetées dans la cour de récréation. Puis à Montésor, devant le lycée de Montésor à Bastia, des jeunes ont brûlé, des lycéens ont brûlé des palettes pour protester contre le jugement dans l'affaire de Cisco. L'école, que peut-elle répondre face à ces préoccupations, à ces jeunes ? Alors, sur l'affaire de Cisco, je vais éviter d'intervenir puisque vous le savez, il y a un jugement en cours et puis il y a des rebondissements chaque jour. Mais néanmoins, je vais répondre vraiment au cœur de votre question sur notre responsabilité de diffuser une culture du vivre ensemble, une culture du respect et de la tolérance. Ça me paraît indispensable dans ce contexte-là. L'école a des outils, a même des nouveaux outils. Ça s'appelle les conseils de vie lycéenne, les conseils de vie collégienne, la réserve citoyenne. Et le but n'est pas d'y diffuser une pensée unique, le but est d'apprendre à gérer nos désaccords.
L'éducation nationale n'est pas là pour prêcher un évangile laïque, si je peux l'appeler comme ça, mais bien les contrastes, les débats, les désaccords, comment nous les gérons, y compris au sein du système éducatif. Dans ce contexte-là, était-il opportun le 8 septembre de faire comme votre prédécesseur, de donner le 8 septembre férié aux élèves en raison de l'assente à Mahone? Oui, là, on est ça ne va pas à l'encontre de la laïcité que chacun prône pour justement le vivre ensemble? Oui. Alors, l'école a une obligation de neutralité, si vous voulez. La charte de la laïcité est affichée partout. Les habitudes, on va dire, culturelles ou cultuelles, elles sont quasiment... vous avez des jours distincts selon les villes. La laïcité serait soluble dans la tradition ? Moi, qui viens de la sociologie, vous l'avez indiqué, et j'ai ma démarche systématiquement, c'est de m'inscrire d'abord dans les pas de mon prédécesseur, mais dans la tradition, la profondeur historique, et pas d'apporter des éléments de conflit supplémentaires. Donc il nous faut être dans le dialogue avec les maires. En théorie, vous avez raison, puisque la journée du maire, ça vous rappelle peut-être quelque chose, elle n'existe plus depuis une quinzaine d'années sur le continent. Ici, on a maintenu un certain nombre de traditions. Il nous faut voir, moi ce qui m'intéresse, c'est comment les mettre au bénéfice d'une éducation, comment ces journées elles servent dans la formation des jeunes, comment elles le sont au bénéfice de projets artistiques, culturels. Et voilà pour moi les vraies questions, plutôt que de me fâcher avec tel ou tel maire. Mais justement, quel est le bénéfice de cette journée ? Alors, je vous signale, 3 jours après la rentrée. Elle est intervenue dans certains endroits, mais par exemple, la journée de Sartène, c'est la semaine prochaine. Donc, les bénéfices, on en escompte. Par exemple, sur Sartène, je vais prendre celle à venir, si vous voulez, puisqu'il y a au lycée une classe particulière, une classe patrimoine, ingénierie, qui fonctionne particulièrement bien. On a comme ambition, dans cet établissement scolaire, de faire aussi une classe agriculture. Vous voyez, c'est pas si disjoint que ça. Dans ce contexte particulier, est-ce que les enseignants ont eu une formation spécifique, justement, notamment au niveau de la sécurité? On en parle beaucoup. Alors, pour l'instant, on en est à former nos chefs d'établissement, si vous voulez, puisque ce sont les interlocuteurs privilégiés. Il nous faut être capable de leur diffuser un SMS dans le quart d'heure. Il nous faut être capable qu'ils nous remontent aussi à un numéro dédié à un certain nombre de choses techniques. Donc, les chefs d'établissement, je peux vous assurer, pour avoir visité un collège, le Laetitia, c'était la première fois de ma vie professionnelle que j'y voyais des salles de confinement. Alors c'est quelque chose d'important, de grave. On sent en rentrant dans ces salles le poids qui pèse sur nos équipes, mais aussi des mallettes d'infirmerie, tout un tas de dispositifs. La nouveauté, je vous le redis, c'est apprenons à travailler ensemble. Ici, les services de la préfecture, de la sécurité, la CTC bien entendu aussi, parce que nous avons à réaliser ensemble, et ceci très rapidement, des plans de sécurité. Comment aménager ces établissements ? Il y a un programme national dédié de 50 millions d'euros qui a été annoncé par la ministre, et il nous faut partager ces constats-là pour prioriser les établissements à équiper. Mais il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi la pression sociale, on connaît le contexte général. Est-ce que vous avez, vous, des exemples de tensions intercommunautaires dans les établissements scolaires ? Alors, vous avez tout à l'heure évoqué le cas de Bonifacio. Alors, même si on n'est pas dans un établissement scolaire, il nous incombe d'être aux côtés d'un maire pour rappeler, nous, des choses qui sont pas suffisamment connue. La charte de la laïcité aujourd'hui, elle n'est, je le dis en toute humilité, pas suffisamment maîtrisée, y compris par nos collègues enseignants. Il faut rappeler aux parents que la charte de la laïcité, elle concerne exclusivement les personnels de l'éducation nationale et les enfants qui rentrent dans les établissements scolaires. Elle a été distribuée à tous les parents. Elle a été distribuée, effectivement, mais je ne suis pas certain que tous l'aient lu. Le différend qui est intervenu à Bonifacio, il porte là-dessus, si vous voulez. Qui, dans l'espace public, a le pouvoir de police? Alors, très clairement, c'est le maire, mais le maire était accompagné par l'inspecteur de l'éducation nationale qu'il avait à ses côtés pour expliquer aux parents qui ont bien voulu se déplacer, et c'est ça notre limite, si vous voulez, que le vivre ensemble, ça passait aussi par le respect de cette charte. C'est la difficulté, c'est l'intégration des populations étrangères, essentiellement maghrébines, il ne faut pas se cacher, c'est aujourd'hui le problème qui se pose. La réponse de l'éducation nationale, c'est quoi? C'est de leur apprendre les cours d'arabe dès le CP?
Alors ça fait partie des fantasmes nationaux plutôt. Je voudrais très sérieusement, et je pense que nous avons un rôle à jouer avec vous, médias, sur cette question-là. Regardez l'affaire de Bonifacio, elle est médiatisée au niveau national. C'est pour nous quelque chose qui n'est pas spécialement positif ou valorisant parce que ça apporterait un crédit à l'idée qu'en Corse on est moins tolérant, moins ouvert. Enfin, chaque jour dans la presse, vous le savez, des esprits chagrins s'en emparent. Pour moi, je vais vous prendre un exemple de ce que nous faisons, puisque c'est votre question. Là, au mois de septembre, au 1er septembre, j'ai signé une centaine de diplômes d'études en langue française qui sont dans l'Académie de Corse le fait de titres de jeunes qui viennent d'arriver. Ce sont des jeunes allophones, ils ont tous entre 14 et 20 ans. Ils sont issus non seulement des populations du Maghreb, effectivement, mais aussi des populations migrantes traditionnelles que connaît la Corse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et puis aussi des pays de l'Est. 120 jeunes viennent de valider un diplôme d'études en langue française qui va leur permettre de poursuivre leurs études. Alors ça, on ne le dit pas, on ne sait pas le valoriser, mais ça fait partie des efforts que l'éducation nationale, que nos enseignants au quotidien font, y compris à des primo-arrivants. Il existe justement des dispositifs d'intégration des primo-arrivants ? Oui, vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon des UP2A qui accueillent aussi, parce que c'est très compliqué, quand un primo-arrivant entre dans une académie, on doit le scolariser, quel que soit son âge. Quelle que soit aussi sa maîtrise ou non de la langue, si vous voulez. Donc, dans certains cas, il faut des personnels très spécialisés. Il y en a suffisamment aujourd'hui ? Écoutez, pour l'académie, nous n'avons pas de difficultés particulières puisque la quasi-totalité des entrants a réussi à obtenir ce diplôme, vous savez, de maîtrise des langues. On a des A1, des A2, des B1, des B2 qui attestent de tout ça. C'est assez satisfaisant et je ne peux pas préjuger de vagues éventuelles de nouveaux migrants en quantité. En tout cas, les jeunes apprennent très très vite et maîtrisent très rapidement des langues. Ça vaut aussi pour la langue corse. Alors on en vient aux réformes qui font couler beaucoup d'encre, celle des collèges et celle des rythmes scolaires. Alors cette dernière a déjà 3 ans, alors le bilan est quand même assez mitigé, c'est un euphémisme. L'inspection générale a rendu un rapport en juin dernier qui pointait notamment la semaine alourdie, la fatigue des enfants, un absentisme important qui atteint parfois 30%. Et surtout une inégalité criante selon les communes. Alors à quoi ça sert ce genre de réforme si ça crée plus de problèmes que ça en résout ? Alors, le constat de la réforme dite des rythmes scolaires, c'est la refondation de l'école en fait qui se joue, mais aussi de la réforme du collège, part de résultats insuffisants de l'école française par rapport aux écoles européennes. Non seulement sur la maîtrise des savoirs fondamentaux, ce qu'on appelle le socle commun d'apprentissage, mais aussi sur la capacité que l'école a de rebattre les cartes du jeu du social. Je parle bien de la reproduction. Quand vous êtes fils ou fille d'eux, vous étiez condamné ou destiné à devenir fils ou fille d'eux. Donc la philosophie politique de ces réformes, c'est davantage de justice. C'est une ambition extrêmement importante. C'est quelque chose de très très compliqué à décliner. Oui, mais le résultat... Davantage de justice, mais aussi des inégalités. On le voit parce que c'est les mairies qui ont en charge ces activités périscolaires et certaines ont des moyens, certaines n'ont pas de moyens, certaines font payer, d'autres ne font pas payer. Certains enfants se retrouvent en garderie l'après-midi, d'autres ont de véritables activités. Donc il y a des inégalités là. Alors, vous avez raison pour partie. D'abord, vous le savez, à l'origine, il y a 3 ans, l'État avait un fonds d'amorçage. Ce fonds d'amorçage, depuis, il a été pérennisé, et notamment pour aider les maires à des formations, à faire émerger des animateurs ou des éducateurs culturels ou sportifs, par exemple. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est que vous avez aussi raison de dire les débuts d'une réforme sont toujours compliqués. Une réforme est toujours critiquée. C'est comme un changement de plan de circulation. On met du temps pour s'y adapter. En 2e année, l'inspection générale soulignait que ça s'améliorait. Et en 3e année, ici, pour nous, par exemple, on observe des mutualisations extrêmement intelligentes entre mairies, entre villages, pour sauver les écoles, pour sauver les classes, et aussi pour apporter une offre qualitative en culture, en art, chose que ne peut pas faire une commune toute seule, isolément. Donc ces effets, au bout de 3 ans, et vous pouvez me dire, oui, c'est long 3 années,
Oui, surtout que la 4e risque d'être supprimée. Alors, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. C'est quelque chose. Vous n'avez pas lu les programmes des candidats, alors. Qui améliore, pas de tous, pardon, mais c'est quelque chose qui améliore, de mon point de vue, ce souci d'équité entre effectivement des zones géographiques où l'offre culturelle n'est pas la même, mais entre tous les enfants aussi. Alors, une autre réforme très contestée, c'est celle-ci, celle des collèges, puisqu'il y a eu une grève le 8 septembre au plan national. Il est acquis que c'est le maillon faible finalement. Le maillon faible, c'est le collège. Est-ce qu'il ne fallait pas en finir avec le collège unique finalement? Alors, vous qui avez été professeur en collège, je crois. Oui, ça n'a pas duré très longtemps. Mais malgré tout, je me souviens, le collège unique que vous évoquez, c'est la loi Haby. En 1975, vous étiez peut-être dans la rue, vous aussi, mais déjà les conservateurs, je mets des guillemets, s'insurgeaient quant à cette fusion. Je vous rappelle qu'à l'époque, vous étiez destiné à faire des études générales, vous rentriez en 6e et vous alliez dans les petites classes des lycées jusqu'en terminale, ou vous rentriez à 11 ans en CET, en collège d'enseignement technique. Transition. Et là, vous étiez destiné à devenir un ouvrier ou un technicien. Mais il n'y avait aucune passerelle. Donc la première réforme, c'est aussi cette idéologie d'équité, de justice sociale et de différer surtout l'orientation qui se faisait trop tôt. Donc la réforme, elle a été contestée en amont. La réforme, elle se met en œuvre aujourd'hui à partir du 1er septembre. La réforme, elle est imparfaite. Vous avez évoqué une grève nationale, oui. Je ne vais pas vous donner les statistiques de grévistes dans l'Académie de Corse. Ça veut dire que nous y avons travaillé. C'est le 8 septembre en plus, donc. Nous y avons travaillé, et non pas que nos organisations syndicales soient toutes satisfaites, mais je pense que, par exemple, sur les aspects de langue et de culture corse, on a une ouverture considérable, parce que c'est davantage d'autonomie au terrain, au chef d'établissement et à un projet éducatif local. Donc là, pour nous, c'est véritablement en Corse un levier qui va nous permettre de passer à la vitesse supérieure. C'est le fond de ma pensée. Avant d'en venir à la langue corse et à la Corse, une question sur le terme du mandat de François Hollande, c'est pour bientôt. En 2012, il avait placé la jeunesse et l'éducation nationale au cœur de son programme. Il avait sanctuarisé en quelque sorte l'école, notamment en annonçant la création de 60 000 postes durant le quinquennat. Est-ce que vous diriez que la mission a été accomplie? Alors vous faites bien de le rappeler. Nous avons fait avec la ministre très récemment un bilan. Les 60 000 postes, nous n'y sommes pas, mais parce qu'on n'est pas en dernière année du quinquennat. 12 000 vont être créés cette année. Voilà, on est exactement à 48 000 postes. 12 000 vont être créés cette année. Ils ne sont pas tous d'enseignants, effectivement, mais une grande majorité, 54 000 sont des postes d'enseignants. Et après les concours de 2017, c'est-à-dire le CAPES et les agrégations du mois d'avril, mai, juin, on sera à 60 000 postes créés. Donc pour la jeunesse, il ne m'appartient pas de me prononcer, mais pour l'éducation nationale, ça nous permet quantité d'innovation et surtout quelque chose d'extrêmement sensible, de diminuer le nombre d'élèves par classe, dont on sait que c'est la clé de réussite pour ceux qui sont le plus en difficulté. Alors on en vient à l'Académie de Corse. Alors il y a quand même un paradoxe qui saute aux yeux. C'est le taux de réussite au bac qui est parmi les meilleurs de France. Le nombre de mentions très bien aussi qui est supérieur à la moyenne nationale. Et la Corse est l'endroit où le taux de jeunes sans diplôme est parmi les plus élevés de France, autour un peu plus de 15%, je crois. Ça signifie que la fracture est profonde. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, là, vous avez raison. Il y a plusieurs aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est que le taux de réussite au baccalauréat n'est pas le taux de bachelier dans une classe d'âge. Alors, je ne suis peut-être pas très clair dans ce que je raconte, mais si vous voulez, le système éducatif est très performant, pour faire court, puisque nous avons plus de 90% de ceux qui se présentent au baccalauréat qui l'obtiennent. Donc on est effectivement dans le baccalauréat général et le baccalauréat technologique, première académie de France. On ne va pas en rougir. Maintenant, beaucoup y arrivent. Il nous faut prendre en compte, effectivement, le pourcentage de bacheliers dans une classe d'âge. Alors, la nouveauté, et certains esprits chagrins trouvent que le bac, ça vaut plus rien parce qu'il y a de plus en plus de bacheliers, mais beaucoup aspireraient à l'obtenir, justement, parce que, vous le savez aussi, il existe une covariation entre le niveau de sortie du système éducatif et la probabilité d'être chômeur.
Pour le dire simplement et au ralenti, moins on a de diplômes, moins on est formé, plus les probabilités d'être au chômage sont fortes. Il y a des différences sociales également, Bien sûr. notamment sur le plan géographique. On le voit bien, les enfants de l'intérieur de l'île n'ont pas les mêmes chances finalement que les autres. Vous avez instauré pour cela des contrats de ruralité. Il y en a 7 au total. En quoi consiste-t-il ? Alors, les conventions de ruralité s'inscrivent dans quelque chose de plus global que vous avez évoqué, le contrat de ruralité. D'abord, c'est quelque chose qui relève de l'interministériel. C'est la réponse, quelle est la bonne réponse à faire au maire d'un village qui voit son village se dépeupler ? Alors notre limite, c'est que nous pouvons dire il faut une politique volontariste, faites des enfants. Bon, ça c'est l'actualité italienne en ce moment et c'est pas très bien perçu. La problématique d'un maire, beaucoup plus sérieusement, c'est de maintenir de l'activité économique, c'est de maintenir des services publics, des services de santé, et nous, par nos conventions de ruralité, nous y contribuons. Ça veut dire très clairement qu'au lieu que le maire soit sous le couperet au 1er septembre et que vous ayez ici ou là des blocages, et vous savez, les blocages, c'est agréable pour personne, pas plus pour un maire que pour une collectivité, que pour un recteur. Donc on anticipe, on garantit par convention au maire qui, lui, s'engage à prendre des initiatives. Pour les uns, puisqu'on en a 7 expérimentations en Corse, 5 en Haute-Corse et 2 en Corse du Sud dès cette année. Mais c'est le maire qui décide de sa politique municipale et qui nous dit moi, je veux revitaliser par une zone artisanale. Tel autre qui nous dit moi, je construis des logements sociaux. Tel autre qui dit moi, je m'entends bien avec mon collègue du village à côté. On s'est partagé à l'un l'école maternelle, à l'autre l'école primaire. Tout ça nous paraît aller dans le bon sens et on n'a pas à charge d'évaluer la politique municipale. Par contre, par convention, on leur garantit que pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, nous ne fermerons aucune classe et aucune école. Donc l'objectif, c'est de sauver l'école en milieu rural, mais le paramètre essentiel, ça reste quand même le nombre d'élèves. Bien sûr. Sur ça, vous avez évolué. Bien sûr. Alors évidemment, vous pointez une question ancienne. Vous savez, on avait un ratio. Au-dessous de 20, la consigne du recteur était de dire aux inspecteurs d'académie, on ferme. Ouais. Ça n'est plus le cas. Il existe, par exemple, en Corse, des écoles, j'en ai une en tête, où à 29 élèves, il y a 3 classes. Où ? C'est une toute petite école, si vous voulez, d'un petit village, mais je vais pas la stigmatiser à ce point-là, parce qu'on espère, avec la politique municipale, que cette école, non seulement, elle va maintenir ces 3 classes, mais que la politique du maire permettra qu'il y ait de nouveaux arrivants. C'est ça l'enjeu. La limite que vous pointez, c'est s'il n'y a plus d'enfants, effectivement, nous fermons les classes et les écoles. Alors, on parle du rural, mais il y a également des problèmes en zone urbaine. Dans le primaire, on l'a supprimé, par exemple, sur Ajaccio, l'aide aux devoirs dans la plupart des écoles, faute de moyens. Alors donc, là encore, les enfants le plus en difficulté, ce sont eux qui vont en pâtir. Alors là, c'est aussi une question que nous devons travailler avec les équipes municipales. C'est ce qu'on appelle l'offre périscolaire. De mon point de vue, en milieu urbain, à Ajaccio comme ailleurs, il ne s'agit pas de stigmatiser Ajaccio ici, si nous sommes parfois en difficulté, c'est parce qu'entre les familles et l'école, il n'y a pas suffisamment de liens. Voilà, le constat, il est implacable et c'est une des limites de la réussite de tous, c'est que sans les parents, les enseignants seuls ne peuvent pas faire réussir les enfants. Il faut que les parents s'intéressent à ce qu'ils font, s'intéressent à l'école. L'accompagnement scolaire que vous évoquez, le périscolaire, doit être une offre de qualité. On doit la construire entre les parents et je trouve qu'il y a un déficit d'association dans certains secteurs urbains. Je ne parle pas de la Corse en général, je ne parle pas de ces dynamiques associatives et sportives que nous connaissons tous. Mais dans certains quartiers urbains, l'école est en difficulté. À Ajaccio, comme sur le continent, parce qu'il n'y a pas suffisamment de relais culturels qui transmettent des valeurs identiques entre l'école et les familles. Alors, autre volet, la langue corse, c'est un objectif de l'éducation nationale de poursuivre finalement la diffusion et la généralisation du bilinguisme. Vous dites vouloir être encore plus ambitieux, c'est-à-dire ? Alors, ça n'est pas quelque chose de nouveau, si vous voulez. Ce n'est pas un fait de ma bretonité que vous évoquiez gentiment tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit depuis très longtemps. Mon prédécesseur y a participé et surtout la collectivité territoriale de Corse est partenaire de cette opération. L'ambition, c'est quoi ? C'est aujourd'hui de décliner des intentions en actes. Nous avons décidé, dans le contrat de plan État-région,
l'État de financer la formation de 700 enseignants, corsophones, non corsophones, habilités, non habilités, pour qu'ils puissent enseigner le corse à l'école primaire. 700 enseignants en 5 ou 6 ans. Ça nécessite donc que l'État crée 20 emplois supplémentaires, ce que nous avons fait en toute discrétion. Ils sont embauchés depuis le 1er septembre. On a donné 20 emplois supplémentaires d'enseignants contractuels au 1er septembre, qui sont dédiés au remplacement simplement de ces enseignants qu'on extrait des classes pour qu'ils soient mieux formés en langue corse. Ça, c'est une ambition majeure. Et je vais vous faire un aveu, elle est encore insuffisante. Il va même falloir démultiplier tout ça. Vous parliez d'actes. Combien de nouvelles classes bilingues ont été ouvertes cette année ? Alors, on n'est pas dans une... Cette année, nous ne serons pas dans une perspective quantitative, faire du plus, même s'il y a des demandes, si vous voulez. Il y a des demandes et qu'il faut examiner de très près pour que les classes bilingues ne deviennent pas des classes de sélection. Je n'ai pas compris votre réponse. Alors, il n'y a pas de nouvelles classes bilingues qui soient ouvertes à cette rentrée pour une raison simple. On cherche plutôt à faire du qualitatif que du quantitatif. Dans l'écueil de ce bilinguisme pourrait être que des stratégies de contournement, des stratégies de sélection des meilleurs élèves soient mises en place. Donc nous allons veiller à ça avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les enseignants. Mon problème plus urgent que l'aspect quantitatif aujourd'hui, c'est un enseignement en langue corse de qualité qui satisfasse les parents. Aujourd'hui, nous travaillons sur ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie pédagogique. Nous manquons de fonds, de programmes, de progression, d'évaluation. Je le dis très franchement, il nous faut viser l'excellence, y compris dans la langue corse. Excusez-moi, juste une précision pour bien comprendre. Les parents d'élèves choisissent aujourd'hui les écoles bilingues parce qu'elles ont de meilleurs résultats, c'est ça que vous nous dites ? Alors, je ne l'ai pas dit de façon générale, mais un des effets pervers de toutes les offres, c'est plutôt bon signe qu'elles aient de meilleurs résultats. Oui, mais que ce soit le corse ou une classe horaire aménagée musique ou une sport-études, elle peut porter, malgré une bonne volonté apparente, un effet pervers. Donc on est très vigilant là-dessus. La langue corse, c'est pour tous, puisque dans notre plan de formation, y compris les enseignants non corsophones, sont des cibles. Alors là aussi, il y a des disparités importantes. Aujourd'hui, il est acquis, les bienfaits du bilinguisme sont acquis. Il y a de plus en plus de parents qui adhèrent justement à la démarche. Mais le plan de formation des enseignants qui ne fait que débuter, est-il suffisamment ambitieux ? Il y a encore très peu d'enseignants bilingues qui s'y sont inscrits pour l'heure à ce plan de formation. Alors écoutez, la première ambition, je vous le redis, c'est la formation de 700 enseignants de tous horizons, de tous niveaux dans la maîtrise de la langue corse. Non, ce n'est pas assez ambitieux. Parce que l'académie, aujourd'hui, c'est 1500 enseignants dans le premier degré. Donc il nous faudra au moins 2 contrats de plan État-région. Mais ça n'est pas suffisamment ambitieux non plus, parce que nous sommes en faiblesse dans le système éducatif sur cette charnière CM2-6e. Entre l'école primaire et le collège, il y a une forme de désaffection qui est liée à la concurrence de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. C'est pour ça que l'urgence est qualitative. Il nous faut montrer qu'en langue corse aussi, on atteint un bon niveau et que ça a une utilité sociale. Justement, est-ce que l'école aujourd'hui forme réellement des enfants bilingues. On le sait, les classes bilingues existent depuis 1996. Est-ce que l'heure du bilan n'est pas venue ? Est-ce qu'il ne faut pas pousser un petit peu plus loin et pourquoi pas penser à des modèles, d'autres modèles comme les classes d'immersion par exemple expérimentées au Pays de Galles notamment ? Oui, alors vous avez raison, on a d'autres modèles qui fonctionnent ailleurs. Vous citez le Pays de Galles, on peut regarder ce qui se passe aussi au Pays Basque. D'abord, en France, on n'est pas très très bon sur la question des langues. Voilà, c'est un recteur qui le dit, tranquillement. Ici, on a quand même quelques atouts, et de mon point de vue, il est extrêmement urgent que la langue corse ne soit pas seulement une langue d'école. Donc la question que vous posez, elle concerne toute la société. C'est pour ça que le grand plan de langue est bien un partenariat CTC-rectorat, mais l'école toute seule ne peut faire autre chose que de scolariser une pratique. Et de mon point de vue, alors, vous avez peut-être vu mon parcours breton, polynésien, etc. Ça n'est pas souhaitable que ça soit seulement une langue d'école. Vous avez raison, il nous faut des partenariats avec y compris les anciens, des partenariats avec les associations, et il nous faut que la langue soit une vraie langue vivante. Et il faut que les politiques prennent le relais. Est-ce que, par exemple, la co-officialité qui a été présentée il y a 2 ans maintenant à l'Assemblée de Corse vous semble être une solution ?
Alors, sur la co-officialité, un recteur ne va pas s'exprimer, vous en doutez, puisque le Premier ministre est venu et a dit un certain nombre de choses. Par contre, j'ai milité, et vous l'avez remarqué, pour l'obtention de l'agrégation langue corse. Donc, c'est une décision nationale extrêmement forte, même si ça peut faire sourire. Ça relève du symbole, quand même, ça. Et ça relève du symbole. Ça relève du symbole. Alors que la co-officialité, ce serait la solution pour que le corse ne reste pas uniquement une langue scolaire. Alors, on en a besoin dans notre vie professionnelle et qu'obligerait les enfants à l'apprendre. Il ne m'appartient pas de la définir, la co-officialité. Vous savez que dans certaines régions, y compris sur le continent, on a par exemple des panneaux bilingues, on a des écoles d'Iwan en Bretagne, et ça n'est pas scandaleux. Elles ont de bons résultats. Par contre, sur cette question fondamentale, le partenariat avec la CTC, il est quotidien. Eh bien, notre première partie d'émission s'achève. Philippe Lacombe, nous allons maintenant assister au débat avec votre contradicteur, qui est Pierre-Vincent Ortol, et le président de la Fédération de parents d'élèves FCPE, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Pierre-Vincent Ortol, et merci d'avoir répondu présent. Je vous laisse maintenant porter la contradiction pendant une dizaine de minutes à Philippe Lacombe. Alors, monsieur le recteur, bonsoir à nouveau. Vous avez parlé de la rentrée qui s'est effectivement bien passée. Par contre, subsiste un problème récurrent pour les parents d'élèves et celui du non-remplacement des enseignants absents. Alors, une question qui pourrait effectivement dépasser largement le cadre de la Corse. Mais tout de même, vous avez des moyens pour remédier à ce genre de situation. Que comptez-vous faire pour que les parents d'élèves voient leur enfant que les parents d'élèves puissent avoir la satisfaction d'avoir un enseignant systématiquement devant leurs enfants. Alors, avant que vous me répondiez, j'ai une solution aussi à vous proposer, qui est très simple, celle de la suppression de la règle administrative, mais qui n'est qu'administrative, du délai de carence de 15 jours. Tout simplement parce que même si nous ne le faisons pas en Corse, sur le continent, l'éducation nationale est régulièrement condamnée pour non-continuité du service public d'éducation. Par contre, effectivement, on vous reconnaît le droit de laisser les enfants sans enseignant pendant 15 jours. Et je pense que pour les enseignants qui sont absents avec des absences prévues telles que la maladie, les stages, eh bien, ça pourrait être une solution. Alors, excusez-moi, mais la maladie, déjà, c'est pas prévu par essence. Par un certificat. Non, mais vous avez un certificat médical qui arrive, qui vous dit c'est pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et donc, à ce moment-là, ben oui, elle n'est pas prévue. Elle n'est pas prévue sur l'instant, mais vous avez 15 jours qui sont prévus ou 3 semaines qui sont prévues, monsieur le recteur. Alors, moi, il m'appartient de représenter le système éducatif. Je vous rappelle quand même que l'éducation nationale, en Corse, c'est 4500 personnes, dont une grande majorité d'enseignants qui ne sont pas absents chroniques ou malades tout le temps. Maintenant, vous posez une vraie question et qui renvoie aussi à une singularité corse. Elle est géographique. Elle est l'éloignement, elle est le temps de transport. Vous le savez, en Corse, on habite majoritairement dans les grands foyers urbains. Les difficultés de remplacement que nous avons, ce sont, et même d'affectation parfois à la rentrée de personnel, ce sont dans certains bassins qu'on identifie parfaitement et les plus éloignés si possible. Il faut rajouter à ça une caractéristique économique. Se loger, c'est quelque chose de compliqué. Nous évoquions tout à l'heure le grand plan de formation. Une des difficultés principales pour que nos collègues acceptent ces remplacements de longue durée, c'est la question du logement. Alors, maintenant, je vais vous rassurer. Ça fait partie de nos priorités. Nous n'attendons pas le délai de carence de 15 jours, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous n'attendrez plus. Nous n'attendrons plus. Parce que la rentrée s'est effectuée avec des classes vides, sans enseignants cette année aussi. Alors combien? Monsieur le recteur, vous le savez, je ne vais pas vous renvoyer vos propres... Non, mais j'ai assez des doigts d'une main. Oui, il y a des petits dysfonctionnements parce que un congé de maternité, c'est pas forcément prévu avant le mois de juin, la sortie des classes. Mais on va s'attacher à ça parce que les parents le savent très bien. Quand un enseignant est absent quelques jours, la règle qui vaut, vous l'avez rappelé, c'est qu'on partage les élèves dans d'autres classes. Donc ils ne sont pas dans les meilleures conditions d'apprentissage et nous n'attendrons pas ce délai de 15 jours pour, dès qu'on a un congé de durée moyenne ou longue, affecter un remplaçant.
Vous avez aussi relevé que tout à l'heure, j'ai parlé du recrutement d'une brigade de 20 enseignants contractuels. Elle est totalement indépendante, justement, des remplacements des congés de maladie et des congés de maternité. Pour la langue, vous voyez, on a une brigade dédiée pour justement qu'il n'y ait pas de confusion ou de parasitage. Bon. Écoutez, les parents d'élèves jugeront sur pièce. J'aimerais revenir aussi sur des points qui ont été abordés tout à l'heure avec les journalistes, notamment la réforme du collège. La réforme du collège, il y a un point qui me chagrine, c'est celui de l'accompagnement personnalisé, pour l'aide personnalisée, qui correspond à un besoin. On l'a dit tout à l'heure, M. Albertine a fait le constat de l'échec en Corse, et donc l'aide personnalisée peut être un moyen. Sauf que ce que l'on a pu constater avec la réforme du lycée, c'est que ça s'est fait sans moyens et que l'accompagnement personnalisé au lycée se fait en classe entière, se transforme finalement en cours magistral, voire donne lieu à des interrogations écrites. Finalement, ce sont des heures comme les autres. Nous sommes inquiets à la FCPE en tout cas, que le modèle du lycée se reproduise au collège. Nous étions inquiets avant, nous le sommes encore plus aujourd'hui, parce que les moyens alloués aux établissements pour dédoubler notamment les classes, pour permettre cet accompagnement, ne sont pas là, quoi. Comptez-vous remédier à cette situation, monsieur le recteur ? Alors, vous avez décrit une réforme du collège qui a été critiquée, je le rappelle, un an avant son avènement. On y rentre simplement dedans. Et pendant une année, pour la première fois, le système éducatif a formé des enseignants à cette réforme d'ordre pédagogique. Pendant les heures de cours, et on a laissé sur le bord de la route les enfants, puisque les enseignants n'étaient pas remplacés pendant, effectivement, leur formation. D'ailleurs, ils l'ont assez dit dans les manifestations. Oui, alors, on a remplacé les enseignants. Donc ça s'est fait encore au détriment, monsieur le recteur, des enfants, quoi. Autant comme d'habitude. Là, le but, c'est d'être prêt à la rentrée. Et évidemment, il y a deux réformes majeures. Il faut bien que les parents comprennent. L'aide personnalisée, c'est passer d'un système de groupe, de niveau, comme vous l'évoquez, à un système individualisé. C'est une remédiation individuelle, personnalisée. Et sans moyens, ça n'est pas vrai, puisque le volume des heures enseignantes a été diminué. Et pour permettre une deuxième nouveauté pédagogique, ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les enseignements pluridisciplinaires que j'évoquais de façon trop rapide tout à l'heure sur la langue corse, mais c'est aujourd'hui tenter de faire coopérer des enseignants, des professeurs de collège sur des disciplines qui semblent ne pas avoir de rapport entre elles. Un prof d'histoire, un prof de français et un prof de langue corse font un projet et les élèves s'impliquent là-dedans, ça donne du sens et on sait que lorsqu'on donne du sens aux apprentissages, on apprend mieux et c'est plus stable. Donc des moyens sont dégagés dans les services des enseignants, comme des moyens au niveau national, je le rappelais tout à l'heure, 60 000 créations d'emplois sur le quinquennat actuel, ça n'est pas rien. Monsieur le recteur, pouvez-vous nous promettre que toutes les classes en collège seront dédoublées pour ce qu'on appelle les AP, l'accompagnement personnalisé ? C'est simple, c'est concret. Vous savez, au niveau des parents d'élèves, nous sommes concrets, quoi. Après, on peut dire au niveau national, il y a tant d'heures, tant de millions dégagés. Ok. Oui, oui. Là, le patron de cette académie, c'est vous. Voilà. Oui. Mais il ne s'agit pas de dédoublement. Je suis au regret de vous dire que l'accompagnement personnalisé, dans des classes entières, qui vont jusqu'à 32 ou 33 élèves, c'est se moquer du monde, c'est se moquer des parents d'élèves, c'est se moquer surtout des élèves. Donc vous êtes le patron de cette académie. Pouvez-vous garantir aux parents d'élèves qui nous écoutent que leurs enfants auront en collège un véritable accompagnement personnalisé avec des petits groupes qui travaillent pour progresser? Oui, votre question est très claire. Je ne peux pas m'engager comme ça. On est à 15 jours de la rentrée et l'ambition, c'est ça. L'ambition, c'est de lutter contre l'échec des enfants. L'ambition, c'est une aide personnalisée, c'est un soutien individuel. Il faut que nous apprenions à le décliner. C'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Mais laissez-nous le temps, on vient de commencer. Non, ce n'est pas nouveau, monsieur le recteur. Ça existe déjà depuis la réforme du lycée, ça existe au lycée. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce sont des cours, des cours qui sont banalisés, des heures de cours qui sont banalisées. Oui. Voilà, vous avez entendu le président de la République, pas plus tard que la semaine dernière, dire un peu l'inverse. Ce qui reste à faire, c'est la réforme du lycée.
qui a déjà eu lieu, donc on va faire encore une énième réforme. Sur le lycée professionnel écoutez, et technologique, on a une marge de progression considérable. J'entends votre volonté, mais par contre, je constate encore une fois que vous n'avez pas les moyens, je dirais, des ambitions de la ministre. Voilà. Mais ceci, nous l'avons déjà dénoncé au niveau national, et effectivement. Mais quand même, monsieur le recteur, je ne voudrais pas laisser à penser qu'un recteur d'académie n'a pas les moyens, y compris les moyens financiers, de répartir les dotations différemment, voire d'embaucher, quand il le faut, des contractuels pour venir en appui des titulaires. Donc je vous invite, monsieur le recteur, à faire des choses concrètes, à agir concrètement, et à vous engager pour que, dès la rentrée de la Toussaint, il n'y ait plus de faux accompagnements personnalisés. Parce qu'un accompagnement personnalisé, monsieur le recteur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La langue française est têtue. Voilà, bon, je ne vais pas passer... Bien, vous m'invitez juste d'un mot quand même là-dessus. C'est dommage, j'avais le décret, le respect, parce que vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure de Bonifacio, des parents d'élèves, des relations avec les parents d'élèves. Alors, monsieur le recteur, je vous l'ai déjà dit lors de notre première rencontre, l'éducation nationale, je dirais, est magique. Elle écrit beaucoup de textes, mais elle ne les respecte pas. À Bonifacio, effectivement, il y a eu un petit problème, mais qui n'aurait jamais eu lieu si l'administration de l'éducation nationale avait respecté les textes. C'est-à-dire que les parents, en tout cas en élémentaire, n'ont pas le droit de rentrer dans la cour de récréation et tout le monde serait resté à l'extérieur. On n'en parlerait pas aujourd'hui. Et s'il vous plaît, faites en sorte que le décret de 2006 et sa circulaire d'application de 2006, qui régit les relations entre l'éducation nationale et les parents, soient respectés. Ils le sont très peu parce que méconnus. Donc je vous invite je vais vous aider pour cela, à faire un rappel à vos personnels. Regardez, c'est un document que la FCPE a édité, donc je vous le remets. Et notamment, un point très important, si vous voulez que les relations se développent, c'est qu'effectivement, les réunions aient des lieux à des heures compatibles avec la disponibilité des parents. C'est la loi, monsieur le recteur. Alors, répondez très vite. Faites qu'elle soit appliquée dans cette académie. Bien. Vous avez raison d'être exigeant. Vous avez raison de pointer des difficultés sporadiques ici ou là. C'est votre travail. Je ne peux pas vous laisser dire que le système éducatif en Corse fonctionne mal. Nous fonctionnons majoritairement bien. Non, mais il faut quand même le rappeler que les remplacements se font dans de bonnes conditions, même si ici ou là, on a des marges de progrès. Nous aussi, je veux bien en convenir. Sur la charte de la laïcité, vous le savez, il y a tellement de pression sociale sur l'école que la raison, elle est simple, c'est que où sont nos partenaires sur ces affaires-là? Donc là, sans les parents d'élèves, sans les maires, sans les associations, nous n'y arriverons pas. Je vous le dis, l'école joue son rôle. La charte de la laïcité est quelque chose de fondamental, d'extrêmement récent, vous le rappelez, et qui est mise en œuvre peu à peu et plutôt bien. Eh bien, nous arrivons les parents d'élèves, vous verrez. Bien entendu, je vous invite même à la réserve citoyenne si vous voulez y participer et vous pourrez vous-même faire le rappel. Regardez, tout est... Messieurs, le débat est terminé. Nous allons aborder notre troisième partie avec le retour des journalistes. Monsieur Ortoli, merci beaucoup. Bonsoir. Nous allons maintenant débriefer notre émission avec le sentiment de mes deux confrères sur la prestation de notre invité. Beaucoup de thèmes abordés durant l'émission. Les réponses convaincantes, Patrick ? Il est difficile, Jean Vitus, quand on est un haut fonctionnaire d'État, qu'on représente, qu'on dépend d'un ministère, on est donc un peu en service commandé. Il est difficile d'avoir une parole originale, véritablement sincère. Il a forcément, dans ce que vous avez dit, beaucoup de langue de bois. En imaginant, par exemple, que vous aviez quelques réserves sur la réforme des collèges, je ne pense pas que vous en auriez fait part face caméra aujourd'hui. Bon, ces réserves, et puis j'ajouterais qu'il est difficile de succéder à Michel Barra, qui avait vraiment incarné durant plusieurs années la fonction avec une certaine spécificité. Bon, un peu bonhomme, etc. Bon, il était assez identitaire d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, ces réserves faites, vous avez fait le job, vous avez développé, vous avez argumenté, vous avez étayé. Mais moi, au final, j'avoue que je ne suis pas très convaincu de la nécessité, par exemple, de la réforme des collèges.
alors que l'éducation nationale aujourd'hui est confrontée à de véritables défis, des défis énormes. Alors je pense tout d'abord à l'emploi, redonner espoir à cette jeunesse, quand on sait qu'il y a 4 millions de chômeurs ensuite et que le Pôle emploi vous fait... et souvent une issue pour beaucoup d'élèves qui sortent de leur scolarité. Ensuite, il y a le défi numérique qu'il faut relever. Toute notre société est bouleversée. Et enfin, il y a le défi d'apprendre à le vivre ensemble. Bon, alors là, c'est un peu une expression en tarte à la crème, mais bon, j'ai pas trouvé mieux. Et face à ces défis, je trouve que la réforme des collèges, l'AP, après l'enseignement pratique pluridisciplinaire, etc., c'est une réponse qui n'est pas à la hauteur des enjeux de l'école aujourd'hui. Alors dis donc, vous qui avez été un excellent élève et un surveillant apprécié du Collège Fesch, votre sentiment ? Le sentiment est celui d'un... Vous avez une mission difficile qui est aujourd'hui de représenter et de porter la voix d'un gouvernement et d'une politique qui, en de nombreux points, est douteuse en termes d'éducation, avec des réformes qui ne passent pas, avec... Justement, au niveau du primaire, nous en avons parlé avec des activités qui ne sont pas toujours au rendez-vous, qui font plus office de garderie que de réelles activités, notamment dans certaines villes, avec des disparités importantes selon les communes. Nous avons parlé évidemment de la réforme du collège. Là aussi, vous portez évidemment la voix du gouvernement, forcément, qui n'est pas une voix officielle. Donc, on ne vous sent pas forcément clair et je ne vais pas dire sincère, mais en tout cas, on ne perçoit pas votre regard et votre point de vue sur cette réforme qui, là aussi, appelle discussion. Néanmoins, il y a une volonté, on perçoit une volonté de vérité, notamment, nous l'avons vu sur le bilinguisme. Vous êtes dans la droite ligne, finalement, de ce qui est prôné, avec toujours plus de diffusion du bilinguisme, sachant que, là aussi, le secteur est confronté à des difficultés et qu'il faudra les affronter de façon claire pour pouvoir continuer dans cette généralisation, finalement, de l'enseignement bilingue. Alors, Philippe Lacombe, vous répondez aux deux arguments. Bien, je vous remercie de vos évaluations. La réforme du collège, ce n'est pas une réforme académique, c'est une réforme nationale tout d'abord. Et si on en escompte des résultats, il faudra qu'on l'évalue très rapidement d'ici une année. Pour ce qui concerne notre académie, où vous m'atteignez un peu quand même, c'est de dire vos propos ne sont pas forcément sincères. Si, je suis très engagé dans la politique académique, que ce soit sur les questions de langue, je n'y reviens pas, mais nous avons de fortes ambitions pour l'Académie de Corse parce qu'il en va du devenir des jeunes. Aujourd'hui, l'école a la pression sur le parcours citoyen, sur le parcours des arts, de la culture, de la sécurité, de tout un tas de choses. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente sociale envers l'école, au contraire d'un constat d'échec. J'aurais pu vous parler d'un campus des métiers, partenariat -3+3 avec des lycées et l'enseignement supérieur, l'IUT de Corté. On aurait pu développer un certain nombre d'ambitions au service, effectivement, de la formation et de l'emploi des jeunes. Donc là, de mon point de vue, laissez-moi un petit peu de temps, à la fois pour les réformes nationales, mais aussi pour ma patte, parce que prendre les pas, vous l'avez souligné, de Michel Barra, il fallait vraiment être là ambitieux. Et sachez qu'il y a une forme de continuité et puis quelques éléments de nouveauté qu'on s'attache à mettre en œuvre. Je parle rapidement campus des métiers. Nous rendons notre copie le 30 septembre. C'est un concours national. C'est un partenariat entre le rectorat d'académie et la CTC, entre l'université de Corté et le système éducatif, entre les branches professionnelles et l'éducation. Alors ça ne sera peut-être pas parfait du premier coup, mais on espère avoir un campus d'excellence en Corse sur les aspects énergétiques.
voyez, ça c'est quelque chose pour lequel on ne fait pas de bruit, parce que d'abord, je ne suis pas très sûr. Le 30 septembre, c'est dans une dizaine de jours, et j'espère que notre copie aura au-dessus de la moyenne, et nettement au-dessus. Mais en tout cas, il y a des ambitions pour l'insertion professionnelle de la jeunesse corse. Vous avez dit, pour préciser votre pensée, que vous vouliez apporter votre touche personnelle à l'Académie de Corse. Alors, on a vu ce qu'a fait Michel Barra, on va vous y renvoyer encore quelques temps. Quelle est la touche personnelle de Philippe Lacombe ? Écoutez, moi, j'ai pas la prétention d'amener ma touche personnelle. J'ai vraiment des convictions, dont celle de l'importance du bilinguisme aujourd'hui, dont j'ai une certitude, c'est que nous n'y parviendrons qu'en partenariat. Je parle des collectivités et je parle des parents. Aujourd'hui, oui, vous avez raison de dire, l'école ne pourra pas tout toute seule. Si nos enseignants sont livrés à la vindicte, à la critique systématique, on n'y arrivera pas. Donc la question du vivre ensemble, dépasse largement la question d'un programme scolaire, de l'instruction civique ou de la réserve citoyenne. Oui, donc il nous faut apprendre et former des esprits éclairés. C'est l'ambition... Sachant que l'école a un rôle éminemment important à jouer. D'ailleurs, maintenant, on prône le rétablissement du service national pour... Oui. Favoriser le vivre ensemble. Oui. C'est bien la preuve qu'à nos côtés, dans l'éducation des enfants, on parle de coéducation, nous avons les parents parfois, et pas toujours, et vous le savez, mais nous n'avons pas d'autre institution, si ce n'est l'institution sportive ou parfois des associations culturelles. Il nous faut trouver aussi des partenariats importants. Mais cette proposition témoigne d'un certain échec de l'école, puisque le service national venant au terme d'une scolarité, je trouve ça, bon, si on n'a pas réussi à former les gens vivre ensemble durant une quinzaine d'années de scolarité, on ne va pas réussir en 6 mois de service national imposé. Écoutez, l'échec de l'école, pour moi, c'est le contraire. Regardez 50 ans en arrière, on ne scolarisait pas la totalité d'une classe d'âge. Aujourd'hui, 100% des 6-16 ans et demain, peut-être des 3-18 ans, seront scolarisés, mais pas au sens des apprentissages. Oui, on parle de formation professionnelle, on parle d'insertion. Et au contraire, on attend de plus en plus de choses de l'école, de mon point de vue. Une dernière question très pragmatique. Le rectorat occuperait aujourd'hui les locaux du boulevard Lantivy, appartenant à l'hôpital d'Ajaccio, d'ailleurs sans droit ni titre depuis janvier 2016. Pouvez-vous nous en dire plus ? Très vite. Alors, sans droit ni titre, non, nous sommes locataires. Je parle de quelques centaines de milliers d'euros quand même. Donc, on abonde le budget. Il y a une vraie question du devenir de l'hôpital, vous le savez, et en cascade du devenir du rectorat. La question, elle ne nous est pas posée à cette heure-là, parce que déménager des centaines de personnes, mutualiser une inspection académique et un rectorat, ça se prépare et pas 15 jours avant. Eh bien, Philippe Lacombe, merci beaucoup. Ce sera là votre conclusion d'avoir participé à cette émission. Patrick Dilo, Marin Grazia, Bicontrasto est maintenant terminé. Juste avant de vous quitter, sachez que Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse, a publié un nouvel ouvrage, Avanza, la Corse que nous voulons. C'est son titre, c'est chez Flammarion. Ce sera dans les librairies à compter du 5 octobre. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Paul Jacobi, député de la 2e circonscription de la Haute-Corse. Buonasera Timana e buonasera a tutti. Chers compatriotes,